Si tu observes ceux qui gardent vraiment leur calme dans les situations tendues, tu remarqueras qu'ils ne se laissent pas emporter par la colère. Ils possèdent une aptitude presque invisible. Ils choisissent leurs mots avec précision, même lorsque tout semble être contre eux. Ce sont des personnes qui, au milieu du tumulte, parviennent à se faire entendre sans élever la voix, sans recourir au sarcasme ni à l'agressivité passive. Les réunions deviennent lourdes, l'air se charge de regards appuyés et de murmures, mais eux restent sereins, comme s'ils étaient en marge de la tempête. Il existe une courte histoire qui l'illustre bien. Il y a quelques jours, lors d'une discussion professionnelle, un collègue a été attaqué verbalement devant tout le monde. L'ambiance s'est tendue immédiatement. Quelqu'un a laissé tomber un dossier, 2 personnes ont évité le contact visuel et la chef a froncé les sourcils. L'attaque a été directe et sans détour, mais lui n'a pas bronché. Au lieu d'exploser, il a répondu avec une phrase à la fois intelligente et calme, qui non seulement a désamorcé la situation, mais lui a aussi valu le respect de toute la salle. Un silence gênant a envahi la pièce, suivi d'un soulagement palpable. Les autres, auparavant témoins mal à l'aise, le regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de surprise. L'agresseur a évité son regard et s'est adossé à sa chaise, manifestement désarmé. À partir de ce moment, la dynamique au sein de l'équipe a changé. Les interruptions ont diminué. Les gens écoutaient avec plus d'attention et, pendant le reste de la semaine, son avis a été sollicité à plus d'une reprise. Aujourd'hui, nous allons voir 9 phrases qui t'aident à paraître sage et non en colère quand tout incite à faire le contraire. La dernière va te surprendre. Passons aux phrases. Phrase 1. Je préfère comprendre avant de répondre. Au milieu d'une conversation tendue, la tentation de répondre rapidement peut être écrasante. Les mots s'accumulent au bout de la langue, prêts à défendre, attaquer ou justifier. Mais que se passe-t-il si tu interromps cette impulsion et choisis de comprendre d'abord? Imagine que quelqu'un t'accuse de quelque chose d'injuste. L'orgueil brûle, la colère cherche une issue. Pourtant tu demandes, pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir cela? Tu laisses de l'espace pour que l'autre personne expose son monde intérieur. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Le silence s'étend dans la pièce. L'autre, surpris par l'absence de résistance, hésite. Il croise les bras, détourne le regard, s'éclaircit la gorge. La tension flotte dans l'air comme un nuage épais. Une goutte de sueur glisse sur la tempe de ton interlocuteur. Pendant un instant, personne ne parle. L'horloge au mur marque le rythme de l'attente. Dehors, le bruit lointain d'un moteur brise le calme. L'atmosphère chargée oblige chacun à affronter ce qui se passe réellement. En cherchant à comprendre, tu désarmes la tension. L'autre personne baisse la garde, se sent écoutée. Toi, au lieu d'être emporté par l'émotion, tu reprends le contrôle de la situation. La discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un pont. Tu ne recevras pas toujours une réponse bienveillante. Parfois, comprendre d'abord révèle des blessures profondes, des insécurités ou simplement des malentendus. Mais même alors, ta réaction sera plus sage, moins impulsive. Le silence qui précède une réponse réfléchie peut être plus puissant que n'importe quel argument. Parfois, l'autre personne éclate en sanglots, incapable de supporter le poids de ses propres mots. D'autres fois, elle se contente de hausser les épaules, murmurant une excuse. L'atmosphère se transforme. La tension cède, mais des traces visibles subsistent dans la posture, dans le regard, dans la respiration saccadée. L'écho de ce qui n'a pas été dit demeure en suspens. Oserais-tu essayer la prochaine fois que quelqu'un mettra ta patience à l'épreuve? Que se passerait-il si tu faisais de la compréhension ta première réponse au lieu de la dernière? Deuxième phrase. Que puis-je apprendre de cela? La conversation prend un ton plus vif. Quelqu'un lance une critique, un mot blessant, une plainte inattendue. L'impulsion immédiate est de se défendre, de se justifier ou d'attaquer en retour. Mais une pause et la question. Que puis-je apprendre de cela? Change le point de vue. L'attaque devient une information. Le conflit devient une opportunité d'observer des schémas, de détecter des faiblesses
de découvrir des attentes non communiquées. Celui qui se demande ce qu'il peut apprendre ne montre pas de faiblesse. Il montre sa maîtrise de ses émotions. Il n'accepte pas l'offense comme une fatalité, mais comme un signal. Souvent, l'autre personne s'attend à de la résistance, à une réaction automatique. Cette phrase déroute, elle coupe le cycle de l'hostilité. L'atmosphère se refroidit, la discussion se transforme en dialogue ou s'éteint d'elle-même. Apprendre de ce qui est inconfortable ne signifie pas justifier ce qui est injuste. Il s'agit de tirer de l'utilité du moment. Même si cela fait mal, même si ce n'est pas juste, l'apprentissage est personnel, il ne dépend pas de l'intention de l'autre. Avec cette question, la sagesse remplace la colère. La réaction devient une réponse. Le contrôle n'est pas chez l'autre, mais chez celui qui choisit d'apprendre. Ainsi, chaque situation difficile cesse d'être seulement une blessure. Elle devient une leçon silencieuse. Phrase 3. Je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute. Le premier pas vers la sagesse est de savoir que l'on ne sait pas tout. Marc Aurèle. Dire « je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute » est une preuve d'humilité consciente au cœur de la tempête émotionnelle. C'est une pause volontaire dans le flot de la discussion, une reconnaissance du fait que la vérité se révèle rarement immédiatement et que chaque histoire a plus d'une facette. Au lieu de se précipiter vers des conclusions, cette phrase invite l'autre à exposer son point de vue sans se sentir attaqué. Ainsi, la conversation se transforme d'un champ de bataille en un espace où la compréhension peut grandir. Imagine un moment de tension au travail, lorsqu'une personne t'accuse d'une erreur que tu ne reconnais pas. L'instinct peut être de se défendre, d'élever la voix, d'exiger justice. Mais cet élan ne fait qu'ajouter du bois au feu et ferme les portes du dialogue. En revanche, prononcer ces mots ouvre une fenêtre. Tu montres que ton ego ne domine pas la situation et que ton désir de comprendre est plus fort que celui de t'imposer. Cette attitude n'est pas de la soumission, c'est de la force. Écouter sans préjugés demande plus de courage que n'importe quel cri. Tu fais comprendre que ton objectif n'est pas de gagner la discussion, mais de chercher la clarté. La phrase désarme l'hostilité, réduit le bruit et permet à l'autre de baisser sa garde. Le ressentiment perd de sa force quand l'autre perçoit que son point de vue est considéré, même s'il n'est pas forcément accepté. Les mots ont du pouvoir. Dire que tu n'as pas toutes les informations laisse place au doute, qui est la graine de la sagesse. Si l'on ne parle que pour avoir raison, on perd l'occasion d'apprendre. Si l'on écoute, ne serait-ce qu'un peu plus, on découvre souvent des nuances qui changent totalement notre perception de la situation. Dans la vie quotidienne, cette approche évite les malentendus, éteint les disputes inutiles et montre aux autres que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu n'es pas faible parce que tu admets ne pas tout savoir. Tu es raisonnable. Tu es capable de reconnaître tes limites et dans cette reconnaissance, tu grandis. Un esprit fermé n'apprend pas. Un esprit ouvert qui écoute avant de juger devient plus sage à chaque conversation difficile. La prochaine fois que tu ressens la pression de répondre avec colère ou une certitude absolue, souviens-toi que le vrai sage sait quand se taire, quand poser des questions et quand simplement écouter. Ainsi, tu passes de sembler en colère à sembler sage. Et dans ce silence attentif, tu trouves souvent la solution que la fureur ne pourra jamais offrir. Phrase numéro 4. Parlons de solutions, pas de reproches. Au milieu d'une conversation difficile, il est facile de se retrouver pris dans le cycle de la recherche du coupable. Lorsque les émotions s'enflamment, la priorité de beaucoup est de désigner le responsable, comme si découvrir la personne fautive garantissait que le problème disparaîtrait. Pourtant, cette approche conduit rarement à une véritable amélioration. Au contraire, elle a tendance à augmenter la tension, nourrir les ressentiments et bloquer toute avancée. Changer l'orientation de la conversation vers les solutions transforme l'atmosphère. Lorsque tu dis « parlons de solutions, pas de reproches », tu introduis une pause.
C'est une invitation à cesser de regarder en arrière et à commencer à regarder vers l'avant. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de concentrer l'énergie sur ce qui peut être fait maintenant. Ce changement de perspective réduit l'hostilité et ouvre la voie à la coopération. Imagine une réunion de travail où une erreur importante s'est produite. Si l'équipe se concentre sur la recherche de la personne qui a failli, chaque membre adopte une attitude défensive. Les justifications et les excuses occupent le centre du dialogue. À l'inverse, si quelqu'un propose « parlons de solutions, pas de reproches », le ton de la conversation change. Les participants se sentent moins attaqués et plus enclins à collaborer. L'erreur cesse d'être une arme et devient une opportunité d'améliorer les processus et de prévenir de futurs problèmes. Cette approche fonctionne aussi dans les relations personnelles. Lors d'une dispute de couple, il peut être tentant d'énumérer les erreurs passées. Pourtant, quand l'un des deux décide de changer le scénario et propose de chercher ensemble la solution, la dynamique se transforme. La question n'est plus qui est responsable, mais que pouvons-nous faire à partir de maintenant? Le ressentiment est remplacé par une recherche commune d'alternatives. Adopter cette phrase demande de la discipline et de l'autocontrôle. L'envie de se défendre ou de reprocher peut être irrésistible sur le moment. Mais chaque fois que tu choisis de parler de solutions plutôt que de chercher des coupables, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'une vision tournée vers l'avenir. C'est un signe que tu valorises le progrès plus que la sanction. À long terme, ceux qui pratiquent cette habitude deviennent des références de sagesse dans leur entourage. Non pas parce qu'ils ignorent les problèmes, mais parce qu'ils refusent de rester coincés dedans. Ils transmettent l'idée que le véritable pouvoir réside dans l'action, non dans la récrimination. Dans tout environnement, les personnes qui favorisent le changement et l'amélioration sont celles qui transforment les conflits en point de départ. Il ne s'agit pas d'être naïf ni d'oublier les responsabilités, mais de comprendre qu'après avoir reconnu ce qui s'est passé, l'étape suivante intelligente est de construire des solutions. Au final, choisir cette approche ne te rend pas seulement plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un capable de guider les conversations vers un terrain plus fertile, un terrain où le passé est reconnu, mais où l'avenir compte bien davantage. 5e phrase. Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. L'art d'écouter sans réagir est l'un des signes les plus évidents de sagesse. Lorsque quelqu'un exprime une opinion contraire à la tienne, la réaction instinctive est souvent la défense ou l'attaque. Pourtant, choisir de répondre avec reconnaissance révèle de la maîtrise de soi et de la maturité. Reconnaître la perspective de l'autre, même si tu ne la partages pas, ouvre une porte au dialogue et désamorce le conflit avant qu'il ne devienne une bataille. En prononçant cette phrase, tu ne cèdes pas ta position et tu ne nies pas non plus la tienne. Tu reconnais simplement le droit de l'autre à penser différemment. Cette attitude transforme l'énergie de la conversation. La tension se dissipe et l'échange devient plus humain. Il ne s'agit pas de résignation, mais de respect pour le processus de pensée de l'autre. La sagesse ne se mesure pas au nombre d'arguments remportés, mais à la capacité de garder son calme, même sous pression. Imagine une réunion animée. Tout le monde s'attend à ce que tu répondes avec la même intensité. L'air est chargé, les visages sont tendus, quelques doigts tambourinent sur la table. Un silence plein d'attente s'installe dans la pièce. Mais au lieu d'élever la voix, tu choisis de dire « Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. » L'atmosphère change aussitôt. L'une des personnes qui te confrontait baisse les yeux, une autre croise les bras et soupire, tandis que le reste des présents échange des regards, surpris par ce retournement inattendu. L'autre personne sent qu'elle a été entendue. Tu restes ferme, mais sans perdre ta contenance. Le brouhaha de fond s'estompe et la conversation autrefois hostile se réorganise. À cet instant, la discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de croissance mutuelle. Au-delà de cette salle, la conséquence est visible.
Les participants repartent moins tendus, certains s'arrêtent même dans le couloir pour poursuivre la conversation à voix plus basse. Les réunions suivantes se déroulent avec moins d'interruptions et les voix se chevauchent moins fréquemment. On perçoit une diminution de l'irritabilité générale et les désaccords à venir sont abordés avec plus de prudence. Le respect implicite grandit et la volonté d'écouter devient plus manifeste. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Accepter cela te permet de lâcher le besoin d'avoir toujours raison. La sagesse naît lorsque tu comprends que la diversité des idées n'est pas une menace, mais une occasion d'apprendre et d'affiner ton propre jugement. Répondre avec gratitude, même face au désaccord, ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela te rend plus sage. Celui qui y parvient montre que la véritable force réside dans la sérénité et non dans la confrontation. Au final, le calme est le plus grand pouvoir dans toute discussion. Cette phrase te permet de laisser une empreinte sans blesser, de défendre ton point de vue sans crier, et surtout de grandir dans chaque conversation, même dans celle où personne ne change d'avis. Phrase 6. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Ne discute pas pour gagner, ne crie pas pour t'imposer. Tais-toi et observe comment la vérité finit par s'imposer. Lorsque la situation devient tendue, la plupart des gens se précipitent pour se défendre, pour justifier chacun de leurs gestes, pour remplir l'air de paroles. Mais les paroles ne changent pas les faits. Les paroles n'effacent pas l'évidence. Laisse les autres se noyer dans leurs excuses ou leurs attaques. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce qui est, est. Ce qui s'est passé, c'est passé. Celui qui a raison ne la mendie pas. Celui qui est en paix avec ses actes n'a pas peur du silence. Laisse les faits faire ce que tu n'as pas besoin de faire. Exposer la vérité. Dans la salle de réunion, tandis que les autres s'emportent en arguments et en gestes, tu restes assis, les yeux fixés sur les documents qui prouvent ta version. Un téléphone vibre, quelqu'un s'exaspère, mais tu ne bouges pas. Dehors, le brouhaha du bureau continue, indifférent aux tentatives désespérées de manipuler le récit. Lorsque la preuve est remise, le murmure s'éteint. Les regards se détournent. Personne ne présente d'excuses, mais l'atmosphère change. La défaite est silencieuse, palpable. Parle moins, démontre davantage. Le sage ne discute pas, il prouve. L'insensé crie, mais c'est le résultat qui rend le verdict. Ne t'abaisse pas à te battre dans la boue. Ne te salis pas avec des explications inutiles. Le temps et les faits s'occupent de tout. Ceux qui ont essayé de te diffamer évitent ton regard dans le couloir. Les conversations s'interrompent quand tu entres. Le respect est froid, distant, mais réel. C'est ainsi que tu parais sage, non en colère. C'est ainsi que l'on te respecte, même si personne ne le dit. Les faits n'ont pas besoin de défense. 7e phrase, le calme est mon meilleur argument. Dans une discussion, la voix la plus basse est souvent celle que l'on entend le plus. Le calme ne cherche pas à s'imposer, il demeure simplement, tandis que les paroles chargées de fureur s'effacent sans laisser de traces. Le ton posé interrompt le cycle de la provocation. Le silence entre les phrases devient gênant pour celui qui attend une réaction explosive. La stabilité émotionnelle écarte l'urgence de vaincre et transforme toute attaque en un lointain écho. Parler avec sérénité transforme l'atmosphère. Les arguments semblent plus solides lorsqu'ils ne sont accompagnés ni par la précipitation ni par l'anxiété. L'autre partie se voit contrainte de ralentir, d'écouter, de douter de son propre élan. Il ne s'agit pas de céder ni d'être indifférent. Le calme est une attitude active. Il choisit le moment, contrôle le rythme, décide quand et comment répondre. Ainsi, chaque mot prend du poids et du sens, et la conversation suit une trajectoire plus intelligente. Face à l'hostilité, le calme est la seule réponse qui ne peut être manipulée. Il n'y a pas de carburant pour le conflit. Il ne reste que les faits et la logique nue, sans ornement ni cri.
La scène est claire. Dans la salle de réunion, les regards cherchent un point d'évasion lorsqu'une voix reste constante et basse, tandis que les autres élèvent le ton. Un poing fermé sur la table, des papiers froissés, des respirations haletantes et, en contraste, une main immobile, un dos droit, les yeux fixés sur l'interlocuteur. Celui qui garde son calme ne bouge pas, ne fait pas de gestes. Il observe les paroles agressives rebondir et tomber au sol sans causer de mal. Les conséquences sont immédiates. L'atmosphère se refroidit, les murmures diminuent, les gestes se modèrent. Même l'adversaire le plus véhément s'arrête, obligé de revoir sa stratégie lorsqu'il n'obtient pas la réaction attendue. Celui qui conserve son calme reprend le contrôle de la conversation, et la tension visible sur les visages se transforme en un silence plein d'attente. Le calme n'a pas besoin de justification. C'est l'argument que personne ne peut réfuter. Le conserver, même lorsque tout s'agite autour, est une véritable preuve de force. Le calme est mon meilleur argument. Phrase numéro 8. J'accepte que je peux me tromper. Parfois, nous croyons avoir raison parce que nos émotions sont à leur comble et que la tension du moment brouille notre perspective. Lorsqu'une discussion s'intensifie ou que quelqu'un remet en question ton point de vue, le plus facile est de s'accrocher fermement à ses propres idées, comme si admettre une erreur était une défaite. Mais combien de fois as-tu ressenti du soulagement lorsque quelqu'un reconnaît qu'il pourrait se tromper? Pourquoi ne pas t'accorder ce même soulagement? Accepter que tu peux te tromper ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un avec qui il est possible de dialoguer. Cette phrase montre de l'humilité, de l'ouverture et de la confiance. Cela ne veut pas dire que tu abandonnes tes idées, mais que tu les mets à l'épreuve, prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Bien souvent, la sagesse réside dans la volonté d'écouter sincèrement, même lorsque tu as des arguments solides. Imagine une réunion où chacun se bat pour avoir le dernier mot. L'atmosphère devient lourde. À l'inverse, lorsque l'un des participants dit « J'accepte que je peux me tromper », le ton change instantanément. L'ambiance se détend. L'autre personne baisse sa garde et la conversation devient un véritable échange. La porte s'ouvre à de nouvelles idées et à des solutions inattendues. Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il faut du courage pour admettre que notre point de vue peut être limité ou erroné. T'es-tu déjà demandé ce que tu pourrais gagner si tu cessais de défendre ta position uniquement par orgueil? Que se passerait-il si tu écoutais dans le but de comprendre et non seulement de répondre? Dans les situations de conflit, utiliser cette phrase peut désamorcer l'hostilité et montrer de la maturité. Les gens respectent ceux qui sont capables de se remettre en question. Si jamais tu as senti qu'une discussion était sur le point de dégénérer, essaie de le dire. Observe comment le rythme de la conversation change. Reconnaître que tu peux te tromper t'aide aussi à grandir. Personne n'apprend rien de nouveau en répétant toujours la même chose. Laisser de la place à l'erreur, c'est laisser de la place à l'apprentissage. Si tu veux paraître sage et non en colère, souviens-toi que la sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à savoir quand écouter et quand céder. Oserais-tu utiliser cette phrase la prochaine fois que tu remarqueras qu'une discussion se complique? À ton avis, comment changerait la perception que les autres ont de toi si tu le faisais avec sincérité? Accepter que tu peux te tromper est une manière puissante de montrer que ton objectif n'est pas de gagner une discussion, mais de construire quelque chose de meilleur avec les autres. Au final, les personnes les plus sages ne sont pas celles qui ne se trompent jamais, mais celles qui ont le courage de le reconnaître. Phrase 9. Tout ne mérite pas une réaction. Tu as appris à choisir tes mots. Maintenant, tu dois apprendre à choisir tes silences. C'est la différence entre avoir l'air sage et avoir l'air de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Tout ce que l'on t'envoie n'exige pas une réponse. Tout ce qui te provoque ne mérite pas ton énergie. En réalité, une grande partie de ce que tu entends lors d'une mauvaise journée, d'une réunion tendue, d'une dispute familiale, ne t'est pas réellement adressé. C'est le résultat de la frustration des autres, de leur vide, de leurs guerres intérieures.
La plupart des gens réagissent comme si chaque commentaire était une menace personnelle, comme si tout le poids du monde reposait sur leurs épaules et qu'ils devaient se défendre contre chaque attaque, chaque critique, chaque regard. C'est la recette parfaite pour vivre épuisé, pour perdre son calme, pour offrir sa paix à quiconque traverse un mauvais moment. Combien de fois as-tu ressenti cette urgence de répondre, de clarifier, de corriger, juste pour te rendre compte ensuite que rien n'a vraiment changé, sauf ton propre état d'esprit? Imagine que quelqu'un te provoque en public. Ton pouls s'accélère, ton esprit cherche la réponse parfaite, la phrase qui le fera taire. Mais au final, qu'obtiens-tu? Un bref moment de satisfaction et des heures de malaise. L'autre personne n'apprend rien, ne change pas. Tu gardes pour toi la gueule de bois émotionnelle. Pendant ce temps, celui qui observe en silence, celui qui choisit de ne pas réagir, garde sa dignité intacte. Le silence, à cet instant, est la réponse la plus puissante, parce qu'il montre que tu n'as rien à prouver. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à réagir. Depuis l'enfance, on nous apprend à nous défendre, à justifier chacun de nos gestes, à ne pas rester silencieux face à la moindre provocation. Mais personne ne t'avertit du prix à payer pour cette hyper-réactivité. Personne ne te dit qu'à chaque fois que tu réponds à la provocation, tu t'enchaînes au drame des autres. Qu'à chaque fois que tu bondis au premier tir verbal, tu te rabaisses au niveau de celui qui cherche à t'entraîner dans sa misère. La véritable sagesse réside dans le choix, dans la capacité à distinguer ce qui mérite vraiment ta parole et ce qui ne cherche qu'à te voler du temps et de la tranquillité. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Il s'agit de ne pas permettre à chaque stimulation extérieure de dicter ton état intérieur. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux regarder sans intervenir. Tu peux laisser passer sans rien perdre de précieux. En fait, parfois, la seule chose que tu perds, c'est l'orgueil. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Observe ceux que tu admires, ceux qui semblent inébranlables. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort ou qui répondent le plus vite. Ce sont ceux qui savent quand se taire. Ceux qui, face à la provocation, se contentent de sourire ou de détourner le regard. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont compris que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix. Que rien d'extérieur n'a le pouvoir de les troubler s'ils ne le permettent pas. La prochaine fois que tu ressens ce besoin brûlant de répondre, de clarifier, de te défendre, demande-toi si cela en vaut vraiment la peine. Demande-toi si cette réaction va construire quelque chose ou simplement alimenter le cycle sans fin du conflit et du ressentiment. Parce qu'au fond, la plupart des batailles verbales ne sont rien de plus que des luttes d'ego. Et l'ego perd toujours, même quand il croit avoir gagné. Rappelle-toi ceci. Personne ne peut t'obliger à réagir. Personne ne peut t'entraîner dans la tempête si tu décides de rester calme. Le véritable pouvoir réside dans la pause, dans la capacité de regarder la provocation dans les yeux et de décider qu'elle ne mérite tout simplement pas ta réponse. Car lorsque tu choisis le silence, lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu montres au monde que ta paix n'est pas à vendre. Et cela, dans un monde obsédé par la réaction, c'est la plus grande preuve de sagesse. Le calme est mon meilleur argument. Quand la tension s'empare de la pièce, je reste immobile, les voix s'élèvent, certains frappent la table avec leurs jointures, d'autres baissent les yeux vers le sol, incapables de supporter la pression. J'observe la fumée des cigarettes qui monte lentement, formant des spirales dans l'air vicié. Mes mains reposent ouvertes sur la table, la respiration retenue. J'attends. Le murmure s'éteint peu à peu. Même ceux qui, il y a un instant, défendèrent leur position avec véhémence, cherchent maintenant sur mon visage un signe. Ils ne le trouvent pas. J'accepte que je puisse me tromper. Je le fais sans un mot, à peine d'un léger hochement de tête lorsque la preuve m'oblige à reculer. Le silence qui suit ma concession est dense. Certains ressentent du soulagement, d'autres sont mal à l'aise, comme si mon renoncement leur révélait une fragilité personnelle. Je ne cherche pas à me justifier.
Tout ne mérite pas une réaction. Il y a des commentaires qui glissent, des phrases qui restent en suspens et ne reçoivent pas de réponse. Cela se voit sur les visages de ceux qui attendent une confrontation. Le temps passe et ils découvrent qu'elle n'arrivera pas. La conversation s'épuise, la tension se dissout. Parfois, je quitte la pièce sans me retourner, laissant derrière moi cette trace de quiétude délibérée. Si tu continues à réagir à chaud chaque fois que tu te disputes, tu vas perdre le respect de ceux qui t'entourent. Et, pire encore, le contrôle sur toi-même. Ce qui semble anodin, comme répondre sans réfléchir ou te laisser emporter par l'impulsion, peut nuire à ton image à chaque conversation importante. Il suffit d'une seule fois, une réunion où tu élèves la voix, un repas de famille où tu lances un regard dur, un groupe de discussion où tu laisses un message sec. Les conséquences ne tardent pas à devenir visibles. Les autres baissent les yeux, évitent d'échanger des mots avec toi. Même ceux qui comptaient sur toi pour certains projets arrêtent de demander ton avis. Le silence gênant après tes paroles reste suspendu dans l'air plus longtemps que tu ne le voudrais. Une réputation s'érode rapidement. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui parviennent à garder leur calme dans des situations tendues sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, même si elles n'ont pas raison sur le moment. La salle penche en faveur de celui qui contrôle ses gestes et son ton. Aujourd'hui, je te présente 10 réponses que tu peux utiliser pour garder ton calme, ton contrôle et ta présence stoïcienne dans n'importe quelle discussion. Ces 10 réponses ne t'aideront pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais elles renforceront aussi ta confiance et ta capacité d'influence. La dernière va te surprendre, car elle est si simple que tu ne l'as sûrement jamais utilisée, mais c'est la préférée des stoïciens. Commençons par les 10 réponses qui font la différence dans toute discussion. Réponse 1. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Au moment où quelqu'un élève la voix ou cherche à s'imposer dans une discussion, la réaction la plus courante est de riposter, de se défendre, de prouver qu'on a raison. Mais il existe une autre option, une option qui désamorce le conflit à la racine, refuser de discuter et à la place, choisir de comprendre. Lorsque tu dis « je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre », ce n'est ni une reddition, ni un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'émotion gouverner, de ne pas devenir l'esclave de la raison d'autrui, de ne pas te perdre dans le bruit du désaccord. En adoptant cette posture, tu t'élèves au-dessus de la situation, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis de te contrôler toi-même. Tu sais que la plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Les gens se disputent pour gagner, pas pour comprendre. Mais si tu décides d'écouter, de poser des questions et de réellement chercher la racine du désaccord, tu te libères du besoin d'avoir le dernier mot. Tu gagnes en tranquillité et souvent l'autre baisse sa garde. La tension se dissout car elle ne rencontre plus de résistance. Imagine une dispute à la maison, au travail, avec un ami. L'ambiance se réchauffe. Les mots deviennent durs. Tu pourrais répondre, tu pourrais élever la voix, tu pourrais lancer des arguments comme des pierres. Mais tu choisis une autre voie. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Soudain, la dynamique change. L'autre, habitué à la confrontation, se retrouve face à un mur doux. Il n'y a pas d'écho à sa colère. Tu l'invites à expliquer, à s'ouvrir, à exposer ses raisons. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi ». Tu n'as pas besoin de gagner la discussion. Tu n'as rien à prouver. La seule chose qui compte, c'est ta paix intérieure, ton intégrité, ta capacité à rester ferme au milieu de la tempête. Comprendre n'implique pas d'être d'accord, mais cela implique d'être présent, de rester maître de toi-même et de choisir le chemin le plus difficile, celui de l'autocontrôle. Deuxième réponse. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Il y a une tension presque imperceptible lorsque quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord.
Le pouls s'accélère, l'esprit cherche des arguments, le corps se prépare à se défendre. Mais que se passe-t-il si tu n'entres pas dans le combat? Si, au lieu de te battre, tu décides d'observer, d'écouter, de laisser l'autre exposer son point de vue sans l'interrompre? C'est ici que cette phrase prend toute sa force. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas céder, c'est une pause stratégique. Quand tu l'utilises, tu arrêtes l'escalade et tu désarmes la confrontation. L'autre s'attend à ce que tu répondes avec du feu, tu lui rends du calme. Il s'attend à ce que tu te justifies, tu restes serein. Cette phrase ne signifie pas que tu renonces à ta vérité, ni que tu ignores tes principes. Elle signifie que tu choisis le contrôle sur la réaction, que tu distingues entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Imagine une discussion intense. L'autre personne insiste, élève la voix, cherche à te convaincre. Tu pourrais répondre avec la même intensité, mais tu choisis une autre voix. Tu dis la phrase, l'ambiance change. La conversation perd de la température. Maintenant, l'autre personne se heurte à un mur doux, inamovible. Elle peut continuer à parler, mais elle ne trouve plus de résistance. La force de cette réponse réside dans ce qu'elle ne dit pas. Elle ne valide pas, n'attaque pas, ne justifie pas. Elle pose simplement une limite silencieuse. Où se trouve le contrôle dans une discussion? Pas dans le fait de gagner l'argument, mais dans le fait de ne pas te perdre toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu permets à l'opinion de l'autre d'exister sans qu'elle t'affecte, tu t'entraînes à la discipline la plus difficile, celle de gouverner tes propres émotions. As-tu déjà essayé de laisser passer l'opinion d'autrui comme un courant d'air? Essaie de prononcer cette phrase la prochaine fois. Observe ce qui se passe chez l'autre et en toi. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Lorsque, au milieu d'une discussion, quelqu'un te met la pression, il s'attend à ce que tu répondes avec certitude, que tu défendes ta position comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. La plupart des gens s'accrochent à leur point de vue parce qu'ils le ressentent comme une extension d'eux-mêmes. Admettre la possibilité de se tromper semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est un acte d'intelligence et de maîtrise émotionnelle. Dire « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue » change immédiatement la dynamique. Ce n'est pas une reddition, mais un coup stratégique. En reconnaissant que ta vision est limitée, tu ouvres la porte à un véritable dialogue, et non à une guerre d'ego. Celui qui t'écoute baisse sa garde, car il sent qu'il n'a pas à se battre pour être entendu. Il sent que son point de vue compte, et cela transforme la discussion en une recherche commune de clarté, et non en un combat. Imagine une situation au travail. Tu discutes avec un collègue sur la meilleure façon d'aborder un projet. Tu as de l'expérience, mais lui aussi. La conversation s'envenime. Au lieu d'insister sur le fait que tu as raison, tu dis « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue ». Ton collègue est surpris, il se détend même. Il sait qu'il peut parler sans crainte d'être jugé. À présent, la conversation tourne autour des faits, des idées, des solutions, et non de qui aura le dernier mot. Cette habitude révèle de la maturité et une bonne connaissance de soi. Tu sais que ta vision est toujours partielle, que tes émotions peuvent brouiller ton jugement. En l'admettant, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Tu gagnes du respect, car tu montres que tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à ton ego. De plus, tu deviens plus difficile à manipuler. Celui qui cherche à te provoquer ne trouve pas de résistance, mais de l'ouverture. Ainsi, tu gardes le contrôle de la conversation et tu évites de tomber dans des provocations inutiles. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus puissante. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un de proche, la tension émotionnelle est multipliée. Si tu t'accroches à avoir raison, la distance grandit. Mais si tu peux dire honnêtement que tu pourrais te tromper, tu invites l'autre personne à s'ouvrir elle aussi. Le conflit se transforme en compréhension mutuelle. Adopter cette réponse ne signifie pas douter de tout ni perdre sa conviction. Cela signifie être prêt à apprendre, à ajuster sa vision quand des arguments solides apparaissent.
C'est une manière de vivre avec moins de friction et plus de croissance. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te défendre, souviens-toi, le véritable contrôle n'est pas de gagner la discussion, mais de garder son calme et son ouverture. C'est la différence entre réagir et répondre avec sagesse. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Réponse numéro 4. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. Parfois, au milieu d'une dispute, la dernière chose que tu veux, c'est céder. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas, si tu ne défends pas ton point de vue avec des arguments solides, tu es en train de perdre. Mais il y a un moment où la priorité n'est pas de prouver qui a raison, mais de protéger ta propre sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre une décision consciente, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ce que tu dis ou fais. Choisir le calme ne signifie pas que tu ignores ce que tu penses ou ressens. Au contraire, tu reconnais ta position, mais tu décides que ce n'est pas le moment de te battre pour elle. Peut-être que l'autre personne est bouleversée, peut-être que toi aussi. Parler maintenant ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, tu mets une pause, tu respires, tu prends du recul, pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends la valeur de te préserver pour les batailles qui comptent vraiment. Ce genre de réponse déstabilise. L'autre personne attend une réaction, une contre-argumentation, une explosion. Mais toi, tu choisis le silence ou une phrase posée. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. C'est une façon de poser une limite, de montrer clairement que tu n'es pas prêt à perdre ta paix pour une dispute qui, à long terme, ne changera probablement rien d'important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu ressenti cette pression de devoir répondre, de ne pas rester silencieux, même si tu sais que le mieux serait d'attendre ? Parfois, on nous apprend qu'il faut avoir le dernier mot, que céder, c'est perdre. Mais en réalité, la force réside dans le contrôle. Savoir quand parler et quand se taire. Te donner la permission de te prioriser, même si l'autre ne le comprend pas. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, tu repenses à ce que tu aurais pu dire. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'aucune victoire dans une dispute ne vaut la tranquillité que tu t'es offerte à ce moment-là. La prochaine fois que tu sens que tu vas perdre le contrôle, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'avoir raison maintenant? Ou puis-je m'offrir le cadeau du calme? 5e réponse. Tous les désaccords ne nécessitent pas une réponse immédiate. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Face à un désaccord, l'urgence de répondre peut se manifester comme une force irrésistible, comme si le silence était une reddition ou une faiblesse. Mais en réalité, c'est précisément dans ce silence que se révèle la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. Répondre immédiatement sous le feu de l'émotion est souvent la manière la plus rapide de perdre le contrôle et de dire quelque chose que l'on ne pourra plus retirer par la suite. Lorsque quelqu'un nous met au défi, l'esprit a tendance à rechercher des victoires rapides. L'ego exige que nous répondions, que nous défendions chaque mot, que nous ne laissions passer aucune offense. Mais la maturité consiste à mettre en pause cette réaction automatique, même lorsque le cœur bat plus vite et que les mains se crispent. Prendre un moment, respirer, observer le désaccord de l'extérieur, c'est une preuve de force, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de choisir le meilleur terrain pour répondre. Et parfois, ce terrain, c'est le temps. Imagine une discussion au travail. Quelqu'un remet en question ta décision devant les autres. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier, de protéger ta réputation. Mais si tu diffères ta réponse, si tu dis simplement « je vais y réfléchir », tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté et sans le filtre de l'émotion. Bien souvent, la perspective que donne la distance révèle que le désaccord n'était pas si urgent, ou même qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre du tout.
Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance face aux provocations. Tout ne mérite pas ton énergie et tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. C'est une façon de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque discussion, mais de garder ta maîtrise de toi et de choisir quand et comment agir. Ainsi, chaque désaccord cesse d'être une menace et devient une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la réflexion. Choisir le bon moment pour répondre est, en soi, une réponse. Et parfois, la meilleure réponse, c'est d'attendre. Réponse 6. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Parfois, les paroles des autres peuvent ressembler à un coup direct porté à l'ego. Tu reçois une critique, un commentaire auquel tu ne t'attendais pas, et ta première réaction est de te défendre, de te justifier ou même de riposter. Mais il existe une autre façon de répondre, une façon qui ne te met pas sur la défensive et qui n'alimente pas le conflit. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une force immense. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas non plus de la soumission, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Tu reconnais ce que l'autre te dit, tu le valides, mais tu ne permets pas à l'émotion de prendre le contrôle de la conversation. Tu prends l'information, tu la conserves et tu t'accordes le temps de décider si elle a de la valeur pour toi ou non. Ainsi, tu gardes le contrôle sur toi-même et sur la situation. Pense à la dernière fois qu'on t'a fait une critique inattendue. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu réagi? Peut-être as-tu ressenti de l'irritation ou une pression intérieure pour clarifier ton point de vue. C'est compréhensible, mais imagine répondre avec calme. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Aussitôt, l'atmosphère change. L'autre sent qu'il a été entendu, que son opinion n'est pas tombée dans l'oubli. Et toi, par-dessus tout, tu fais preuve de maturité. Ce type de réponse ne signifie pas que tu acceptes aveuglément tout ce qu'on te dit. Cela signifie que tu as la capacité de faire une pause, d'analyser, puis de décider si ce que tu as entendu t'apporte quelque chose. Tu ne donnes pas le pouvoir sur tes émotions à l'autre personne. Tu le gardes pour toi. Oseras-tu essayer la prochaine fois? Tu pourrais être surpris par les faits. Il y a une puissance silencieuse à ne pas réagir immédiatement, à te donner du temps et de l'espace. Ainsi, tu deviens maître de tes réactions. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. T'est-il déjà arrivé qu'une simple phrase change complètement le cours d'une discussion? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as choisi d'écouter avant de répondre? 7e réponse. Je ne prendrai pas cela personnellement. Tu crois vraiment que tout cela tourne autour de toi? Comme il est confortable de penser que le monde gravite autour de tes sentiments, de tes attentes, de tes blessures. Ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un crache au beau milieu d'une dispute, cela a rarement un rapport avec toi. C'est sa frustration, son ego, son incapacité à gérer la pression. Mais bien sûr, il est bien plus facile d'endosser le rôle de la victime et de transformer chaque mot des autres en une dague pointée vers ta poitrine, comme c'est commode. Ne pas le prendre personnellement est une menace pour ceux qui vivent de l'offense. Parce que si cela ne t'atteint pas, si tu ne réagis pas, si tu ne tombes pas dans le piège, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur tends le miroir. Ceci t'appartient, pas à moi. Ça fait mal. Oui, mais pas à cause de ce qu'ils disent, plutôt à cause de l'importance que tu choisis d'y accorder. Ça te dérange? Parfait, voilà ton chantier intérieur. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le prennes personnellement pour se sentir importantes, pour justifier leur propre drame. Ne leur fais pas ce cadeau, laisse-les se noyer dans leur propre venin, pendant que toi, tu restes intact. La prochaine fois que quelqu'un crache son venin, répète simplement « Je ne prendrai pas cela personnellement ». Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, qu'ils continuent d'aboyer. Toi, tu n'es pas l'arbre. Réponse numéro 8. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. L'atmosphère se refroidit, il y a de la tension, mais personne n'élève la voix. Les arguments flottent, s'entrechoquent, cherchent un espace sûr.
Quelqu'un insiste pour trouver le responsable, pour pointer du doigt. Le regard se détourne, les épaules se crispent, le rythme de la conversation ralentit. Une autre personne intervient, coupe le cycle. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. Les mots tombent comme un poids mort sur la table. L'élan de blâmer s'arrête. Personne ne répond immédiatement. Le focus change. Il ne s'agit plus de se défendre ni d'attaquer. Il s'agit de regarder le problème en face, sans phare. Les questions deviennent pratiques. Que se passe-t-il maintenant? Quelles options avons-nous? Les postures défensives perdent leur sens. Le conflit devient une tâche à résoudre, non un champ de bataille personnel. Il n'y a ni félicitations, ni geste de soulagement. Juste un accord tacite, avancé. Le passé reste là où il est. La discussion ne tourne plus autour de ce qui a été, mais de ce qui peut être fait. L'énergie auparavant consacrée à la confrontation migre vers la coopération. Même si personne ne le dit à voix haute, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Pas de clôture émotionnelle non plus. La conversation continue, mais le ton a changé. Une limite s'est imposée, sans dramatisme. La recherche de solutions prend le pas sur le besoin de trouver des coupables. L'atmosphère est sobre, presque clinique. Le calme n'est pas de la joie, c'est du contrôle. L'avancée n'est pas une célébration, c'est de l'efficacité. Ainsi se termine l'échange, sec, direct, fonctionnel. Le problème ne disparaît pas, mais la façon de l'affronter n'est plus la même. Réponse 9. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes. Au milieu d'une dispute, l'urgence de répondre est souvent le premier ennemi. L'esprit s'accélère, les émotions se mélangent et la conversation se transforme en un champ de bataille où personne ne gagne. Dire « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » est une manœuvre stratégique, non une fuite. C'est la décision consciente de ne pas se laisser emporter par la tempête du moment et de poser une limite claire. La conversation ne reprendra que lorsque les eaux se seront apaisées. Cette réponse coupe le cycle de la réactivité. Quand l'un ou les deux sont bouleversés, les mots deviennent des armes et l'objectif n'est plus de comprendre, mais de vaincre. Si l'un des deux impose une pause, la dynamique change complètement. Le message est clair. Je ne suis pas disposé à échanger des reproches, ni à céder à l'impulsion de la colère. Je veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. La pause forcée a des effets immédiats et à long terme. Immédiatement, la tension retombe. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur avant de perdre le contrôle. L'autre personne peut se sentir frustrée, voire rejetée, car son élan est de décharger l'émotion sur le moment. Mais en posant la limite, on invite, de manière implicite, à ce que chacun reconsidère sa position et revienne avec une disposition différente. En pratique, cela demande une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de prononcer la phrase, mais de tenir la décision. Ne pas entrer dans les provocations, ne pas répondre en criant, ne pas se laisser piéger par le jeu de la culpabilité. Il est probable que l'autre insiste, fasse pression ou tente de rouvrir le conflit. Ici, la fermeté est essentielle. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes n'est pas une excuse pour éviter le sujet, mais une déclaration d'intention. Le dialogue n'est possible que lorsque chacun peut penser avec clarté. Un exemple, imagine une dispute de couple dans laquelle l'un des deux lance une accusation dure. La réaction automatique serait de se défendre, d'attaquer en retour ou de sombrer dans le drame. Mais celui qui garde son calme et propose une pause, prend le contrôle du processus. Cela n'élimine pas le conflit, mais le déplace sur un terrain plus sûr, où la probabilité de compréhension réelle augmente. Avec le temps, cette habitude transforme la relation aux disputes. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, mais de trouver des solutions dans la sérénité. Cela envoie aussi un message sur sa propre valeur. Je ne suis pas disponible pour le chaos de l'autre, je respecte mon propre état émotionnel et j'attends la même chose de l'autre. Il y a un coût. Parfois, on perd l'occasion d'avoir le dernier mot ou de décharger sa colère sur le moment. Mais le bénéfice est bien plus grand. La plupart des conflits ne se résolvent pas au sommet de l'émotion.
mais après, lorsque l'esprit retrouve sa clarté. Retarder la conversation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Ainsi, la phrase « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » devient un filtre. Seules les choses importantes méritent discussion, et seule la sérénité permet de trouver une issue digne pour chacun. 10e réponse. Ma paix a plus de valeur que d'avoir le dernier mot. Parfois, il semble que céder, c'est perdre, que se retirer d'une discussion, laisser passer un commentaire, ne pas répondre à la dernière attaque, équivaut à se rendre, à être moins. Mais il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. La plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais à nourrir l'ego. Vouloir avoir le dernier mot est un piège subtil. L'orgueil te pousse à prouver que tu as raison, à ne rien laisser sans réponse, à écraser l'argument de l'autre, même si cela coûte ta tranquillité. Regarde ce qui se passe quand tu t'accroches toujours à avoir le dernier mot. La conversation devient une guerre froide. Aucun des deux n'écoute, les deux attaquent, personne ne cède. Les mots deviennent des lames. L'atmosphère s'empoisonne. Au final, même si tu gagnes, tu finis épuisé, amer, vidé. Gagner la discussion, perdre le calme. Voilà le vrai prix. Combien de fois as-tu ressenti cette satisfaction fugace d'avoir gagné une dispute verbale, pour ensuite rester avec le bruit dans la tête, la tension dans la poitrine, l'écho d'une réponse que tu n'aurais pas dû donner? On t'a appris que céder, c'est être faible, que qui se tait consent, que si tu ne réponds pas, tu restes en arrière, mais personne ne te dit que la véritable force consiste à choisir ta paix plutôt que ton orgueil. Que le self-control, la distance, le silence peuvent être plus dévastateurs que n'importe quel argument. La personne qui décide de ne pas entrer dans la bataille, qui se retire avant que la discussion ne l'emporte, démontre une maîtrise de soi que les autres comprennent à peine. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maturité brutale. C'est savoir que ton temps et ton énergie ne sont pas à vendre au jeu de l'ego d'autrui. Pense aux fois où une dispute t'a volé des heures, t'a privé de sommeil, t'a gâché la journée. Pense à ce que tu as perdu à ne pas savoir lâcher prise. Paix mentale, relations, opportunités, même le respect de toi-même. Les gens se souviennent plus de ta réaction que de tes arguments. Souviens-toi du calme imperturbable de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir en sécurité. Voilà la différence entre celui qui vit au gré des provocations et celui qui domine son monde intérieur. Personne ne va t'applaudir parce que tu n'as pas répondu. Personne ne te donnera une médaille pour avoir gardé le silence. Mais la récompense est invisible et redoutable. Ta paix. C'est un luxe que peu peuvent se permettre, car il faut renoncer à l'addiction d'avoir raison, au besoin de valider ton ego dans le regard de l'autre. C'est choisir de perdre une bataille inutile pour gagner une guerre silencieuse, celle de ton propre esprit. Cette réponse n'est pas pour ceux qui veulent plaire, ni pour ceux qui ont besoin de reconnaissance. Elle est pour ceux qui en ont assez de laisser les autres dicter leur humeur. Pour ceux qui comprennent que la véritable victoire, c'est être maître de soi, non de la conversation. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de répondre, de clore la discussion, d'imposer ton point de vue, souviens-toi, ta paix vaut plus que n'importe quel dernier mot. Et quand tu apprendras à te retirer sans te sentir vaincu, tu auras gagné quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, rester calme est ce qu'il y a de plus inconfortable pour l'autre. Pense à la dernière fois où quelqu'un a élevé la voix, s'attendant à ce que tu répondes de la même manière. Observe comment, en restant silencieux, l'autre commence à agiter les mains, avec plus de nervosité, à chercher des alliés du regard dans la pièce, à changer de ton parce qu'il ne trouve aucune résistance. La tension flotte dans l'air, mais elle ne t'appartient pas. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'attaque, l'autre reste avec ses mots suspendus, regarde le sol ou consulte son téléphone pour combler le vide. L'atmosphère change, les personnes autour baissent les yeux ou s'éloignent discrètement de la scène. Parfois,
tu vois la conversation s'éteindre, ou ton interlocuteur, ne trouvant aucune opposition, se retirer avec une frustration qui ne t'appartient pas. Combien de fois encore vas-tu sacrifier ta paix juste pour avoir raison? La maîtrise est évidente,